je vous propose d'enchaîner en invitant à monter sur scène Alexandre Lacroix. Alors, il me semble inutile de le présenter à nouveau à ce stade de la soirée. Je vais quand même vous dire en 2 mots en quelle qualité il est là et de quoi il va vous parler. Donc, Alexandre est écrivain et directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Il a publié une vingtaine d'ouvrages. Il est également enseignant et dirige la collection d'essais Les Grands Mots aux éditions Autrement. En lien avec la technologie, il a publié 2 essais, Ce qui nous relie et Comment ne pas être esclave du système. Pendant 1 heure, il va vous parler des dilemmes éthiques de l'IA. Et on ouvrira bien sûr, comme à chaque fois, le micro à vos questions. Alexandre. Bonsoir, donc merci d'être présent pour cette conférence. Il est déjà un peu tard, votre attention a déjà été pas mal sollicitée. Alors je vais vous parler de choses assez concrètes, c'est-à-dire que je vais vous proposer quelques réflexions sur des dilemmes éthiques qui sont d'ores et déjà posés par les systèmes d'intelligence artificielle tels qu'ils existent aujourd'hui. Et je vais aller sur des terrains en fait assez concrets. Donc j'ai divisé cette conférence en 3 moments, 3 parties. Je vais reparler un petit peu de ChatGPT qui pose un certain nombre de questions éthiques, mais surtout en matière éducative. C'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous parler des logiciels d'aide à la décision. Ah, vous êtes là? D'accord, d'accord. Je vais me mettre ici. Oui, je préfère rester debout. Alors, je vais vous parler donc, dans un deuxième temps, des dilemmes éthiques liés aux logiciels d'aide à la décision qui sont utilisés par les banques, les assurances. Mais je vous ferai découvrir les logiciels d'aide à la décision de justice qui sont utilisés aux États-Unis et qui sont tout à fait singuliers. Et puis, on consacrera un peu plus de temps à la voiture autonome. C'est-à-dire qu'il y a des dilemmes dans la programmation des voitures autonomes. Que feront-elles dans les situations tendues avec risque d'accident? Et là, ce sera un moment un peu participatif où je vous demanderai de faire des votes à main levée pour tester un peu votre sensibilité éthique. Alors bon, je vais m'asseoir, j'ai compris, j'ai compris. Alors, première chose, je voulais vous parler des dilemmes éthiques liés à ChatGPT. D'abord, ChatGPT est utilisé de plus en plus par des étudiants, par des collégiens, par des lycéens, peut-être par des chercheurs, des journalistes, des auteurs. Et donc, ChatGPT vient interroger directement l'éthique de la connaissance ou de la construction des connaissances. Alors, ce que j'ai fait quand j'ai voulu commencer à réfléchir à cette question des problématiques éthiques associées à ChatGPT, c'est que j'ai voulu poser la question au principal intéressé. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT de me dire, à son avis, quels étaient les 3 problèmes éthiques fondamentaux que posait son existence. J'ai obtenu une réponse assez typique de ce que peut proposer ChatGPT, une réponse en 3 points, comme c'était demandé. Tout d'abord, la question de la confidentialité et de la protection des données, car je traite des informations sensibles. Ensuite, l'impact sur l'emploi, car l'automatisation de tâches peut avoir des conséquences économiques et sociales. Enfin, la responsabilité en cas d'utilisation abusive de mes capacités pour la désinformation et la manipulation. Ça, c'est intéressant, cette réponse de ChatGPT, parce que c'est typique de la prose que produit cette IA générative. C'est-à-dire qu'à première vue et en lecture rapide, ça a l'air intéressant, ça a l'air intelligent et sensé. Quand on commence à décortiquer un petit peu, on peut se demander si les réponses sont vraiment adéquates. Par exemple, la première piste, la question de la confidentialité et de la protection des données, c'est une piste qui est plutôt juridique qu'éthique. D'ailleurs, pour la petite histoire, donc je suis directeur de la rédaction d'un journal, Philosophie Magazine, et ce qu'on a fait quand ChatGPT est apparu, on a demandé à ChatGPT de nous présenter la morale de Kant dans le style d'un article de Philosophie Magazine. À ce moment-là, ChatGPT a proposé un texte qui était une synthèse de plusieurs textes de nos archives. C'est-à-dire que, de manière assez astucieuse d'ailleurs, ChatGPT, en quelques secondes, est allé mélanger plusieurs choses que nos journalistes ou les professeurs qui écrivent chez nous avaient écrit sur Kant et sa morale, et la présentation n'était pas si mal faite. Sauf qu'il y a juste un problème, c'est que ces archives sont protégées par un paywall. Autrement dit, ce sont des archives réservées aux abonnés. Selon l'hypothèse la plus ouverte et la plus tolérante qu'on peut faire, disons que quelqu'un chez OpenAI, qui a conçu ChatGPT, a acheté un abonnement.
Sinon, comment ils ont fait pour avoir accès à la totalité de nos archives et à les siphonner? On n'en sait rien. On n'est pas en capacité, Philosophie Magazine, voilà, 40 000 exemplaires, petit magazine français, de pousser plus loin la question sur le plan juridique et voilà. Mais peut-être que quelques grands groupes d'édition ou de presse de stature internationale pourront le faire avec l'aide de leurs avocats. Nous, là, on est clairement dépassés. Mais ça, c'est une question juridique. Deuxième piste, l'automatisation des tâches peut avoir des conséquences économiques et sociales sur l'emploi. Oui, certes, c'est vrai. Quoique, on peut aussi en débattre de cette question. Au début des années 2010, un certain nombre de grands cabinets de conseil américains ont fait des prévisions sur l'impact des IA sur le monde du travail, prédisant dans le secteur des services jusqu'à la destruction de 50% des emplois sur une période de 10 à 15 ans. On en est très loin, hein. Aujourd'hui, les chiffres du chômage sont assez bas en France, 7,2%, 5% aux États-Unis. On ne voit pas encore d'impact clair de l'IA sur le marché du travail. On peut se dire que c'est un impact à venir. On peut aussi penser que ce que font les outils, c'est qu'ils déplacent l'emploi en réalité, qu'ils déplacent l'emploi au fil du temps. Les moissonneuses-batteuses qui ont été introduites dans l'agriculture accomplissent le travail de dizaines de moissonneurs. Elles n'ont pas détruit pour autant complètement les bassins d'emploi, et ainsi de suite. Je dirais que on a vu des machines arriver dans le métro en France. Il y avait des gens qui poinçonnaient les tickets. Maintenant, ce sont des machines qui le font. Ça n'a pas complètement détruit l'emploi. On a l'impression que nos outils détruisent certains emplois, mais en déplacent d'autres, et finalement en créent aussi, et que leur impact sur le marché du travail est ambigu. Enfin, la dernière piste évoquée par ChatGPT est une piste assez juste. Il y a un risque que des logiciels de ce type soient utilisés à des fins de désinformation et de manipulation. On sait qu'il y a des fermes de trolls. Il y en a une très célèbre à Saint-Pétersbourg qui inonde en période d'élection, par exemple pour le Brexit, qui inonde les réseaux sociaux de faux contenus. Et la production de ces faux contenus va être extraordinairement facilitée, de fausses images, extraordinairement facilitée par les intelligences artificielles. Mais il me semble quand même que aujourd'hui, le plus gros impact de ChatGPT concerne l'univers, la sphère de l'éducation, en particulier dans les jeunes classes, je dirais au collège et au lycée. Quand on avait un soupçon sur un travail rendu par un élève ou un étudiant, un soupçon de plagiat, jusqu'à une période récente, ce qu'on pouvait faire de manière assez facile, du moins si c'était un travail rendu sur un traitement de texte, c'était de faire tourner des logiciels du type original qui permettent de voir s'il y a eu du copier-coller en ligne. Et donc, on a des pourcentages de plagiat ou d'imitation qui ressortent, et on peut sanctionner, quand on est professeur, comme c'est mon cas à Sciences Po, à Paris, on peut sanctionner les étudiants quand ils ont fait du plagiat, parce qu'on peut trouver leurs sources, les détecter, et donc les mettre devant le fait accompli. Et les sanctions encourues sont très graves, hein. Ça peut aller jusqu'à l'exclusion dans le cas de Sciences Po s'il y a des plagiats répétés. Par contre, quand un texte a été généré par ChatGPT, alors on a quelques outils balbutiants, mais pas d'usage général, d'outils qui permettraient de détecter l'usage de ChatGPT ou d'une intelligence générative. Pourquoi? Parce que les textes sont produits de manière aléatoire. Et pour des textes qui sont produits en français, en grec, mais en anglais aussi, le professeur peut se retrouver assez souvent avec une suspicion de plagiat. Se dit, tiens, mais ça sonne faux, c'est consensuel, c'est faussement intelligent tout en ayant l'air informé, un peu comme la réponse que je vous ai montrée là. Mais est-ce que vous pouvez sanctionner l'étudiant, l'élève pour usage de ChatGPT? Ben là, ça devient ambigu. Vous voyez, vous restez avec votre suspicion, mais de là à mettre une mauvaise note ou à décréter une exclusion, c'est compliqué, il vous faudrait des preuves. Et ces preuves, vous ne les avez pas. En l'état actuel des choses, ChatGPT fausse la relation éducative, met les professeurs dans un embarras profond. Il y a ceux qui font comme si le ChatGPT n'existait pas, et les ripostes peuvent être par exemple de privilégier le travail en classe ou de demander des tâches très créatives pour lesquelles ChatGPT n'est pas à l'heure actuelle qualifié. Moi, j'ai une parade à vous proposer. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ce premier terrain de dilemme éthique, parce que l'éthique de la connaissance est peut-être moins brûlante que les autres problèmes éthiques que je vais soulever après. Mais je propose une parade assez simple que j'ai testée cette année sur mes étudiants,
À chaque fois que je demande un travail par écrit, que ce soit un mémoire, un exposé, une fiche de lecture, je demande à chaque étudiant de rendre 2 copies, sa copie personnelle à lui et sa copie de ChatGPT. Donc, en fait, pourquoi je fais ça? Parce que d'abord, ça force l'étudiant à apprendre à se servir de ChatGPT, à faire de bonnes requêtes et à travailler avec l'intelligence artificielle. Et on peut dire que dans sa vie future, il va être obligé de travailler avec ces outils et c'est intéressant pour lui d'apprendre à le faire. Mais aussi, ça force l'étudiant à réfléchir à ce que lui est capable d'apporter en plus par rapport à ChatGPT ou par rapport à l'IA. Et c'est important, c'est-à-dire que ça le force à réfléchir à sa propre employabilité. Et donc, qu'est-ce que je peux proposer en plus, surtout des étudiants de Sciences Po, mais des étudiants dans les sciences humaines, dans les sciences sociales, dont le travail va être de produire des textes, de produire de l'intelligence, de produire de la réflexion. Ben là, c'est assez passionnant de les forcer à s'interroger sur ce qu'ils ont à faire. Alors, ils ont joué le jeu. Et au bout d'un an de cette expérimentation, hein, puisque c'est sur cette année écoulée 2023-2024 que j'ai fait ce test, ce que je peux dire, c'est qu'en l'état actuel des choses, le delta ou le fossé entre les copies de ChatGPT et les copies d'étudiants est immense. Est immense. C'est-à-dire qu'on détecte au premier coup d'œil le texte produit par ChatGPT et les étudiants font, à l'heure actuelle, un bien meilleur travail que l'intelligence artificielle. C'est plutôt encourageant. Alors j'avance sur un sujet plus problématique, plus tendu, qui est la question de l'usage des logiciels d'aide à la décision. Et là, je vais commencer par vous parler d'un terrain assez concret, d'une enquête qui a été faite par un site d'investigation américain qui s'appelle ProPublica. Alors, je ne connais pas les chiffres par cœur, donc je vais m'aider de mes notes pour vous en parler, mais voilà le raisonnement ou la problématique qui a été attaquée. Aux États-Unis, les juges utilisent des logiciels d'aide à la décision de justice qui fournissent une probabilité de récidive. C'est utilisé pour des jeunes délinquants qui en sont à leur premier délit ou à leur premier crime, pas pour des crimes très graves. Et donc, il y a une question qui est de savoir comment on va estimer en quelque sorte leur dangerosité. Et durant les gardes à vue, en fait, on pose à ces jeunes suspects, à ces jeunes prévenus, un certain nombre de questions. En fait, on leur demande de remplir un questionnaire de 137 questions. Et d'après les réponses à ces 137 questions, le logiciel propose une probabilité de récidive. Ce qu'a fait le site d'investigation ProPublica, c'est qu'ils se sont procurés en fait 7000 dossiers de prédiction pour les années 2013-2014 et ils ont regardé ce qui s'était passé. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui se voyaient prédire une récidive, une probabilité de récidive élevée, ont récidivé? Ils ont confronté en fait les trajectoires réelles aux prédictions du logiciel. Et ils ont abouti à des résultats assez choquants. D'abord, les prédictions du logiciel ne sont pas très bonnes. C'est-à-dire que, voilà, elles ne se sont pas vérifiées. Mais ce qu'ils ont enregistré de véritablement choquant, c'est l'existence d'un biais racial. C'est-à-dire qu'un noir a 77% de chances en plus de se voir prédire un crime violent et 45% de chances en plus de se voir prédire un crime grave. Mais il y a plus encore. C'est que 45% des noirs qui se font prédire une probabilité de récidive élevée ne récidivent pas, contre 23,5% des blancs. Et 47,7% des blancs qui se font prédire une probabilité de basse de récidive récidivent. Autrement dit, tout se passe comme si le logiciel qui avait été mis au point par une société qui s'appelle Northpoint était un logiciel raciste, chargé de stéréotypes raciaux. Là où ça se complique un petit peu, ce cas-là, c'est que parmi les 137 questions qui étaient posées aux jeunes délinquants, il n'y a pas de questions sur leur appartenance ethnique ou leur couleur de peau. En fait, la question est de savoir comment la couleur de peau ou le biais racial a été induit alors qu'il n'y a pas de question directe sur ce sujet. Et la réponse est assez simple. Ça tient d'abord à l'adresse,
au positionnement géographique. Il y a des quartiers qui sont des quartiers à forte majorité ethnique noire, mais elle tient aussi à une question en particulier, c'est qu'on a demandé à ces jeunes prévenus si l'un de leurs deux parents avait déjà fait de la prison. Or, il existe aux États-Unis, de manière endémique, de manière récurrente, une surpopulation carcérale noire. Surtout, quand on pose la question à des gens aujourd'hui, leurs parents peuvent avoir été contemporains de l'époque des droits civiques et avoir été enfermés pour n'importe quelle raison, pour des raisons de participation à certaines manifestations ou à certains mouvements. On voit bien qu'il y a un biais racial qui va être induit par cette question. Quand vous répondez oui à la question « Est-ce que l'un de vos deux parents a fait de la prison ?», c'est que probablement vous êtes noir, vous êtes afro-américain dans la société américaine. Alors, on se retrouve avec un résultat surprenant, c'est-à-dire que le questionnaire n'a pas été pensé avec un biais racial. Les gens de North Point sont probablement, les programmateurs sont probablement bien intentionnés, et pourtant, on reproduit un biais racial très fort dans les propositions de décision de justice. Où est-ce que ça pose un problème? En fait, ça pose un problème parce que ça signifie que quand on crée un logiciel d'aide à la décision, en fait, on nourrit ce logiciel par des données qui concernent la société telle qu'elle est, c'est-à-dire la situation existante. Et du coup, on encourt le risque d'enfermer les gens dans leur propre circuit d'exclusion. Alors vous allez me dire, là, je parle de logiciels d'aide à la décision de justice et c'est une réalité américaine. En France, ces logiciels ne sont pas utilisés et, à ma connaissance, en Grèce non plus. Enfin, peut-être certains rectifieront plus tard au moment de nos échanges et de nos questions, mais je ne pense pas. Par contre, on utilise ce type de logiciel pour l'octroi des prêts, par exemple, des prêts immobiliers ou des prêts à des auto-entrepreneurs ou à des entreprises individuelles. C'est-à-dire que et les assurances utilisent aussi des logiciels d'aide à la décision. Et le problème qui est posé ici, c'est que quand quelqu'un demande un prêt immobilier en France ou un prêt parce qu'il veut créer, mettons, une pizzeria, une petite entreprise personnelle, il doit remplir un dossier. Ce dossier va passer dans une IA qui va faire une recommandation automatique. Le prêt est accepté, le prêt n'est pas accepté. Et là, on s'aperçoit que des données comme l'adresse postale, vont avoir un impact assez direct sur l'obtention ou non du prêt. On arrive toujours à cette même problématique de reconduction des inégalités existantes sur la base de la donnée existante. J'ai eu l'occasion de discuter de cette question avec un directeur d'agence bancaire qui me disait qu'aujourd'hui, dans une banque dont je ne citerai pas le nom, quand il connaît son client et que lui veut lui donner le prêt, lui octroyer le prêt et aller contre la recommandation du logiciel, la recommandation du système automatisé, il doit signer une explication, une motivation personnelle pour expliquer pourquoi il va contre l'avis automatisé. Vous voyez qu'on demande quand même à un directeur d'agence bancaire qui lui-même est sans cesse évalué sous le feu de la critique de sa hiérarchie, de mouiller sa chemise, c'est-à-dire de prendre un risque de décision personnelle. Et là, on arrive à un problème, c'est que si jamais nos intelligences artificielles qui participent de la prise de décision, peut-être pas pour la justice, mais en tout cas pour l'assurance, pour la banque, et qui seront de plus en plus amenées à participer aux prises de décision, si ces intelligences artificielles reconduisent les inégalités existantes, disent par exemple que dans tel quartier d'Athènes, les gens sont insolvables, et donc on ne leur prête pas d'argent pour leur projet, eh bien, vous voyez qu'on crée des nasses à l'exclusion. On crée des lieux d'exclusion dont il est difficile de sortir, parce que la décision de justice, comme la décision bancaire, comme la décision assurantielle, devrait être aussi un levier, j'allais dire pour changer le monde, c'est beaucoup dire, mais pour agir normativement sur le réel, c'est-à-dire pour changer le réel tel qu'il est. Donc vous voyez ici, les logiciels d'aide à la décision nous tendent un piège. Je cite rapidement deux autres terrains dans lesquels ces logiciels d'aide à la décision sont employés, qui me semblent être de nature très différente. D'abord, ces logiciels d'aide à la décision sont employés de plus en plus dans le système hospitalier. Et dans le système hospitalier,
pour la lecture des radiographies, ça a déjà été mentionné, notamment par Mehdi Kamassi, pour la lecture des radios, des échographies. Ils sont très précis, ces systèmes, et ils peuvent aider, c'est de l'aide de diagnostic qui va être très pertinente. Ils peuvent aussi produire de bons effets quand il s'agit de détecter une maladie rare que le médecin n'a croisée qu'à l'époque de ses études, à l'époque où il devait bachoter et apprendre par cœur la symptomatologie de listes entières de milliers de maladies, par exemple une maladie exotique qu'un médecin ici à Athènes ne rencontre jamais, ou une maladie très rare. Au fond, le médecin va être devant des symptômes qui vont complètement dérouter ses capacités d'analyse et sa clinique. Il ne connaît pas ce type de maladie. Pour lui, c'est difficile. Et ces symptômes rares, en les cochant, le logiciel d'aide de diagnostic va aider, va être un outil vraiment puissant pour revenir à une maladie voilà, qui a été évoquée au moment des études, mais jamais rencontrée depuis. Et ça, c'est plutôt bien. Mais pourquoi c'est vertueux? C'est-à-dire qu'en ayant enquêté sur ce sujet, je n'ai pas trouvé de cas où un logiciel d'aide au diagnostic produirait des effets pervers, contrairement au logiciel d'aide à la décision de justice. Mais pourquoi? Parce que dans le système médical ou dans le système hospitalier, le médecin, le chef de service, est en position de s'opposer au diagnostic du logiciel. C'est-à-dire de dire, OK, voilà ce que dit le logiciel, voilà ce que dit le diagnostic automatisé, mais moi qui suis médecin et qui ai une expérience clinique, telle est ma décision, telle est ma recommandation. L'autorité que possède aujourd'hui le médecin, le chef de service en hôpital par rapport au logiciel est très grande par rapport à l'autorité que possède le directeur d'agence par rapport à ce que lui dit son logiciel. En fait, la question qui se pose ici, c'est de savoir dans quelle mesure on garde l'humain dans la boucle. Dans quelle mesure on autorise les humains à contredire ce qui est proposé par le logiciel. Ça, c'est très important. Et il y a un deuxième cas d'automatisation de la décision qui pose problème et qui est l'objet d'un intense débat en éthique appliquée. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est le domaine militaire, le domaine des drones, mais pas seulement des drones, le domaine des chars. Et là, on doit affronter des questions très concrètes pour savoir si on garde l'humain dans la boucle. Est-ce que la décision létale est automatisée ou est-ce qu'elle est, ou est-ce qu'on responsabilise un humain qui prend la décision de tuer? Ça, c'est une question extrêmement importante. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, quand on construit un char, le char a des systèmes d'intelligence artificielle intégrés et des caméras infrarouges et des caméras thermiques, des capteurs thermiques qui lui permettent de détecter les présences humaines autour. Ce qui veut dire qu'un char est équipé pour détecter un éventuel danger, un lance-roquette, quelque chose qui serait dirigé directement vers le char et ses habitants. Une fois qu'une menace a été détectée, de jour comme de nuit, là où la vision humaine ne s'appliquerait pas, une fois que la menace a été détectée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on automatise le tir, ce qui permet d'aller très très vite, mais ce qui fait courir un risque à des civils potentiellement, puisque ça va signifier que peut-être quelqu'un qui est là à manier un tuyau et pas un lance-roquette, si vous voulez, qui est un simple plombier qui travaille sur la voirie, va essuyer un tir depuis le char. Ou est-ce qu'on laisse l'humain dans la boucle, c'est-à-dire est-ce qu'on dit, OK, on prévient l'humain qu'il y a une décision à prendre et on lui laisse 7 secondes. Vous voyez que ce sont des décisions très complexes, suivant le prix du char, le prix de la formation des soldats qui sont dans le char et le prix des vies humaines, le coût des vies humaines. On peut se poser des questions assez intenses pour savoir si on automatise ou pas la décision létale. Ça se pose également pour les drones, mais là, on peut se demander, aujourd'hui, disons que la doctrine officielle des armées françaises ou américaines, c'est que la décision létale est toujours assumée par un humain. Ça, c'est la doctrine officielle. Mais on voit bien qu'il y a une forte tension. Il y a une forte tension du moment que du matériel très coûteux est en jeu, du moment que des vies humaines sont en jeu. Il y a une forte tension sur cette question de l'automatisation et on peut penser que du matériel automatisé a déjà été testé sur des théâtres de guerre. J'avance maintenant vers un cas que je voudrais développer davantage avec vous, qui est celui de la voiture autonome et qui pose des questions assez directes. Alors, avant d'en traiter, je voudrais faire un préambule où vous parlez d'un petit préalable qui est le dilemme du tramway. Le dilemme du tramway en philosophie éthique et en philosophie morale a été proposé par une philosophe britannique qui s'appelle Philippa Foot en 1967. En réalité, on est dans un contexte
On est juste avant la légalisation de l'avortement en Angleterre. Et on est dans un contexte où Philippa Foot veut réfléchir à la question de savoir si, en fin de grossesse, quand il y a un problème, il est admissible de tuer l'enfant à naître en fin de grossesse pour sauver la mère. Aujourd'hui, nos sociétés ont répondu à cette question, répondu par l'affirmative. Mais Philippa Foot, comme elle manie un sujet qui est un sujet potentiellement extrêmement émotionnel, veut déplacer la question et elle invente à cette fin le dilemme du tramway. Voilà ce qu'elle dit. Imaginez que vous êtes à la place de cet homme-là qui est positionné avec la main sur l'aiguillage, l'aiguilleur. C'est-à-dire qu'il peut faire dériver le tramway d'une voie sur l'autre. Si cet homme ne fait rien, s'il n'agit pas, un tramway qui est lancé à pleine vitesse sans conducteur va tuer 5 personnes qui sont attachées sur la voie ou 5 ouvriers qui travaillent sur la voie. S'il ne fait rien, il y a 5 morts. Si, maintenant, admettons que ce soit vous, si vous agissez, si vous poussez le levier, vous faites dévier le tramway et il y aura 1 mort et non pas 5 morts. Ces gens, vous ne les connaissez pas. Ce n'est pas Vladimir Poutine qui est attaché sur la voie tout seul. Ce ne sont pas des gens pour qui vous avez de l'amitié ou de l'admiration. Il n'y a pas vos enfants. Vous ne les connaissez pas. C'est neutre pour vous. La question est la suivante. Et là, je vais vous demander, à plusieurs reprises d'ailleurs dans cette conférence, de faire des votes à main levée qui actionnent le levier pour dévier le tramway. Allez-y. Une seule personne? 3 personnes? Un peu plus quand même. Si. Alors, ok, vous actionnez le levier. Ça veut dire que vous allez prendre vos responsabilités par rapport à cette situation. Vous faites un acte assez fort, c'est-à-dire que vous allez décider de la mort de quelqu'un. En quelque sorte, vous allez devoir peut-être assumer cette responsabilité devant des policiers ou devant un juge. Mais on peut dire que vous pourrez, pour votre défense, dire que c'est un cas de force majeure, ou même qu'il y aurait une non-assistance à personne en danger. Vous avez sauvé 5 vies humaines, mais vous avez, en accomplissant ce geste, condamné quelqu'un. Ça, Philippa Foot nous dit que c'est correct en termes éthiques, parce qu'on peut résoudre ce dilemme moral à travers une doctrine qui a été proposée par saint Thomas, qui est la doctrine du double effet. Quand vous avez une action qui a un effet bénéfique et un effet négatif, cette action peut être légitimée ou peut devenir acceptable si l'effet positif vient en premier. C'est-à-dire que quand vous actionnez le levier, ce que vous avez fait, c'est que vous avez sauvé 5 personnes. Et puis il se trouve qu'il va y avoir un effet secondaire, c'est de tuer une personne. C'est beaucoup utilisé en santé publique, c'est le raisonnement du double effet. Par exemple, je vais commercialiser un nouveau médicament, mettons un vaccin, pour parler de quelque chose qui a fait débat dans nos sociétés. Je sais que je vais avoir quelques effets secondaires négatifs et délétères. Mais à l'échelle de la population, ce que je fais quand je commercialise ce remède, c'est que je sauve des vies humaines. Donc le premier geste est le bon, même si je dois assumer néanmoins des effets secondaires négatifs. Bien alors, ce dilemme du tramway, il a été proposé par Philippa Foot à titre complètement spéculatif. Ce qui s'est passé, c'est que, en quelque sorte, la prophétie s'est réalisée. C'est-à-dire qu'au début des années 2010, Google a annoncé avoir testé des véhicules autonomes qui avaient déjà parcouru 225 000 km. Et les voitures autonomes, les tests sur les voitures autonomes se poursuivent depuis. Il y a plusieurs degrés d'autonomie. Vous avez peut-être déjà vu, ou vous êtes déjà peut-être monté à bord de voitures qui ont intégré un petit peu d'autonomie, qui font des recommandations de trajectoire, des recommandations de créneaux, sur les premiers degrés d'autonomie. Mais ce que les constructeurs cherchent à mettre au point, ce serait une voiture complètement autonome. Si on met au point une voiture complètement autonome, on va devoir trancher des cas qui ne sont pas souhaitables. On pense en fait que les voitures autonomes vont permettre de sauver des vies humaines. Pourquoi elles vont permettre de sauver des vies humaines? Parce que, en fait, les humains ne sont pas très bons pour conduire. Ce n'est pas une tâche sur laquelle les humains sont excellents, sauf vous, bien sûr. Mais les humains ne sont pas excellents parce que les humains fatiguent, ils voient mal la nuit, ils boivent,
ils boivent de l'alcool, je veux dire, ils peuvent se fâcher ou voilà, s'engueuler à bord de la voiture, où il y a les enfants qui font du bruit à l'arrière, ils tournent la tête. Donc les humains ne sont pas excellents pour la conduite. Et on peut légitimement penser que des systèmes automatisés pourraient faire mieux, accomplir mieux cette tâche que les humains. Seulement, une question risque de se poser, c'est qu'il va falloir aussi programmer le système pour savoir ce qu'il faut faire quand ça va mal. Par exemple, quand on est confronté à cette situation. À partir de là, je vais vous proposer quelques situations qui ont été mises en scène pour un test, un gigantesque test qui s'appelle Moral Machine, qui a été conçu notamment par un chercheur français qui s'appelle Jean-Claude Bonnefond, mais qui a été mis en ligne par le MIT aux États-Unis, très prestigieux, et qui est à l'heure actuelle le plus grand test empirique d'éthique appliquée. Jamais mis au point. On est à plus de 50 millions de réponses. On n'a rien de cette envergure. En éthique appliquée, faire des tests empiriques, ça signifie en fait essayer de tester les intuitions morales des gens. On ne sait pas ce que c'est que le bien et le mal, mais on essaye de tester les préférences morales. Et donc ce test met en scène une voiture autonome, et la question qui est posée à ceux qui font le test, c'est mais en fait, si c'est vous le programmateur, et que la voiture se retrouve dans cette circonstance, que doit-elle faire? Là, la situation est la suivante. Si la voiture va tout droit, elle va tuer 2 vieillards, une petite fille et blesser un chien. Si la voiture, au dernier moment, est déviée de sa trajectoire vers un obstacle, les conducteurs seront blessés, mais il n'y aura pas de mort. Qui, dans ces circonstances, décide de dévier la voiture? Vous déviez la voiture. Vous déviez la voiture, très bien. C'est assez conforme à nos intuitions morales. C'est moins grave d'avoir 2 blessés que d'avoir des morts. Maintenant, si les 2 personnes à bord de la voiture meurent, qui dévie encore la voiture? Eh oui, on sent que... Alors, on vous sent réticent. Alors, je comprends, mais par exemple, sur le test du tramway, ce qu'on enregistre quand on fait des sondages sur cette question, c'est que 90% des gens dévient le tramway. Donc c'est conforme aux intuitions morales du plus grand nombre que de dévier le tramway. Bon, d'accord. Donc là, vous êtes moins nombreux parce qu'on se dit, bon, on va devoir commencer à faire des calculs un petit peu délicats, des calculs gênants. En fait, programmer la voiture autonome, ça va nous obliger à élucider ou à clarifier nos préférences morales sur des sujets qu'on n'aime pas tellement élucider. On préfère s'en remettre dans le cas à, je ne sais pas, à l'idée qu'on va décider dans le brouillard et dans la folie du moment. Peut-être que je vais me sacrifier au volant de ma voiture et me précipiter contre un mur pour sauver une vie. Peut-être que je ne le ferai pas parce que je n'aurai pas le réflexe. Mais en fait, on préfère laisser ça dans un certain brouillard moral. Mais là, tout d'un coup, il va falloir programmer. Donc, qui dit programmer, dit clarifier. Alors, pour mener à bien cette clarification, on peut peut-être essayer de s'aider en allant voir du côté des doctrines de philosophie éthique ou de philosophie morale ce qui est proposé et quelles sont les ressources proposées. Je vais vous proposer rapidement 3 paradigmes, 3 théories de philosophie morale qui peuvent nous permettre de résoudre ce problème ou de répondre à cette question. Premier paradigme, l'utilitarisme. Le principe directeur de l'utilitarisme, qui est inventé par des Anglais, mais notamment par Jeremy Bentham à la fin du XVIIIe siècle, c'est l'idée qu'on doit maximiser l'utilité ou le bien-être du plus grand nombre possible d'individus. Donc si jamais vous avez dévié le tramway pour sauver 5 vies humaines en en sacrifiant une, vous avez fait un raisonnement de type utilitariste. Je sauve 5 vies, c'est mieux de sauver 5 vies. Il vaut mieux perdre une vie que d'en perdre 5. Voilà, on fait un calcul. Alors, dans une situation comme celle-ci, par exemple, vous voyez la situation? On a 3 vieillards. Si la voiture va tout droit, les 3 vieillards meurent. Et si jamais la voiture est déviée, c'est 2 enfants et une jeune femme qui meurent. Qui dévie la voiture? Vous déviez, mais vous êtes dans une assez grande... Non, 3-4 personnes. La plupart des gens ne dévient pas parce que si on fait un raisonnement de type utilitariste, on va non seulement maximiser en termes de nombre de vies humaines, mais là, vous voyez, c'est égalité. 3 vies, 3 vies. Alors, quand on est dans une égalité de vies humaines, on va départager, on va trancher le dilemme en essayant de pondérer par le nombre d'années qui restent à vivre.
Si vous sauvez 2 enfants qui ont une dizaine d'années et que l'espérance de vie est de 80 ans, vous avez 140 ans d'espérance de vie qui tout d'un coup, est ménagée, sauvée, si tout va bien pour ces enfants. Tandis que dans le cas des vieillards, eh bien, on peut se dire qu'il leur reste chacun une dizaine d'années à vivre. Vous voyez comment l'utilitarisme va trancher ce cas. J'avance maintenant sur un cas sensible. Si la voiture va tout droit, elle va tuer 4 personnes, dont 2 sont en surpoids. Si jamais elle est déviée, elle va tuer 4 personnes, dont 3 sont sportifs et en pleine forme. Qui maintient le fait que la voiture va tout droit? Vous la déviez? Qui la dévie? En fait, vous êtes embêté, vous ne voulez pas répondre. C'est très embêtant ce que je vous demande de faire parce que je vous demande de clarifier quelque chose qu'on n'aime pas clarifier. Mais on touche ici peut-être une limite de la doctrine utilitariste, c'est-à-dire que, en fait, si vous poursuivez ce raisonnement sur le nombre d'années qui restent à vivre en bonne santé, vous allez commencer à faire des différences dans la population et à établir des discriminations entre des personnes selon leur mode de vie et leur style alimentaire. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, évidemment, pour une voiture autonome. Mais imaginez que pour allumer votre voiture, vous êtes connecté avec votre profil Gmail. Et que ce profil Gmail, c'est tout de vous, votre alimentation, si vous fumez, si vous ne fumez pas, si vous êtes en surpoids, quel est votre état de santé. On pourrait imaginer que le système prenne des décisions qui soient des décisions de type utilitariste assez choquantes. J'avance. Deuxième paradigme de référence qu'on peut utiliser pour essayer de trancher ces cas et ces dilemmes. La théorie des sentiments moraux, c'est une théorie morale concurrente de l'utilitarisme qui a été proposée à peu près au même moment, c'est-à-dire dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, par Adam Smith. Et la théorie des sentiments moraux nous dit que nous devons juger ou arbitrer suivant la sympathie et l'antipathie que nous inspirent les gens. Ce que nous dit Adam Smith, c'est que si nous voyons une personne en agresser une autre dans la rue, et que nous ne les connaissons pas, nous ne connaissons pas la situation, nous avons une sympathie spontanée pour la victime et une antipathie spontanée pour l'agresseur. Si maintenant, toujours ce que nous dit Adam Smith, nous voyons quelqu'un qui est condamné à mort, nous avons une sympathie pour lui en tant qu'il va être victime et qu'il est condamné à mort, et une antipathie pour lui en tant qu'il est criminel. Et juger, bien juger, c'est démêler des conflits de sympathie et d'antipathie. Alors on pourrait se dire, tiens, ce qui manque à l'utilitarisme, c'est que dans le cas de l'utilitarisme, on fait un calcul froid. Combien d'années il leur reste à vivre, mais c'est froid, c'est sans émotion, c'est sans sympathie, c'est sans sentiment, c'est froid et c'est presque inhumain. On pourrait se dire qu'avec la théorie des sentiments moraux, on a là une doctrine de philosophie morale qui va nous permettre d'humaniser un petit peu nos prises de décision. Alors là, j'avance. Dans une voiture, il y a des personnes, là vous les voyez mal, mais il y en a qui ont quand même des caches sur les yeux. Ils ressemblent un peu à des bandits de grand chemin. Si la voiture va tout droit, 5 morts, dont peut-être 2 bandits, on ne sait pas trop qui ils sont. Si la voiture est déviée, 5 morts aussi, des enfants, des femmes enceintes. Qui dévie la voiture? Ben, personne. Ah, une personne dévie la voiture. Il y a des gens qui ne sont pas natalistes ici ou qui sont très inquiets pour le réchauffement climatique et qui se disent que ces enfants en surnombre, ça n'est pas du tout une bonne idée. Non, mais vous voyez très bien que l'un des problèmes qui va se poser avec la théorie des sentiments moraux, c'est que privilégier la vie des enfants et des femmes enceintes, c'est assez conforme à nos intuitions morales. Maintenant, à qui on accorde de la sympathie, à qui on accorde de l'antipathie, c'est une question qui va directement se greffer sur nos préférences sociales, nos préférences idéologiques ou nos préférences politiques. Si je vous dis maintenant, voilà, on peut épargner la vie de médecins d'un côté, ou de gens en attaché-caisse qui ont l'air d'être des cadres supérieurs du privé, et de l'autre, on a des clochards et des bandits, alors là, ce n'est pas une égalité numérique stricte. 5 d'un côté, 4 de l'autre. Mais qui dévie la voiture dans ce cas-là? Oui, pas mal de gens dévient la voiture, mais on voit qu'on se met à raisonner suivant nos préférences sociales, nos préférences politiques, et on commence à raisonner en termes de statut.
et que même cette théorie des sentiments moraux ne fournit pas une clé définitive pour répondre aux dilemmes qui vont qui vont surgir de l'existence de la voiture autonome. J'arrive à mon troisième et dernier paradigme, qui est la morale de Kant. Kant nous dit « Agis toujours de telle façon que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle. » Alors, là, vous voyez, Kant, il ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Il nous dit simplement que quand on agit, il faut que la maxime de l'action, le principe même de l'action, pas nos intentions, hein, le principe général de l'action, puisse devenir une règle universelle. C'est important de dire que ce n'est pas l'intention qui compte, mais la maxime de l'action. Imaginez que, par exemple, un jeune homme aide une vieille dame à traverser la rue parce qu'elle y voit mal, elle a une canne, elle est fatiguée. Il fait une bonne action. Mais son intention, ce n'est pas du tout d'aider la vieille dame. En fait, il est en train de draguer une fille qui lui plaît beaucoup et il veut se faire passer pour quelqu'un de très sympathique, de très généreux, pour un chic type. Son but, c'est la drague. C'est pas d'aider la vieille dame. Il n'aurait jamais bien agi. Vous voyez, où les gens qui vont, parce que vous êtes avec un ami et vous voulez avoir l'air généreux, vous allez donner un clochard. Mais vous ne l'auriez pas fait si vous étiez seul. L'intention, elle n'est pas terrible, en fait. C'est une intention narcissique. Vous voulez vous faire bien voir ou avoir des qualités que vous n'êtes pas censé d'avoir. Mais quand on nous dit dans cette situation, la maxime est bonne. Aider quelqu'un à traverser la rue ou aider quelqu'un qui est dans le besoin en lui donnant de l'argent, la maxime de l'action est bonne. Donc c'est la maxime, pas l'intention. Ok. Alors, la morale de Kant, elle est intéressante parce qu'elle nous permet de déminer ce cas-là. On voyait que si on était un utilitariste pur et dur, on aurait tendance à sacrifier les personnes en surpoids par rapport aux personnes qui sont fit, qui font du sport, qui font du fitness, qui ont une bonne diététique, parce qu'on veut maximiser le nombre d'années qui restent à vivre. On voit que c'est comme ça qu'on tranche le problème avec l'utilitarisme. Mais Kant, on voit bien qu'on ne peut pas universaliser une règle dans laquelle la vie de quelqu'un en surpoids vaut moins que la vie de quelqu'un qui fait du footing. Vous voyez que ce serait un monde abominable, en fait, dans lequel on se mettrait à vivre. Donc, de ce point de vue-là, merci à la morale kantienne, elle nous brise un petit peu l'inhumanité inhérente au calcul utilitariste. Mais elle aussi a ses limites. Et là, je vous soumets un autre cas. Vous avez d'un côté un type avec un attaché-caisse, de l'autre un clochard. Bon, si vous êtes kantien, vous ne pouvez pas dire que la vie d'un clochard vaut plus ou moins que celle de quelqu'un qui a réussi sa vie et qui est cadre dans une banque, par exemple. Par contre, regardez un détail dans l'image. Le clochard traverse au rouge. C'est interdit pour les piétons de traverser. Si vous êtes kantien, vous allez considérer que la vie qu'il va falloir sauver, c'est la vie qui respecte le code de la route. Donc la vie du type en attaché-case. Ça veut dire qu'en fait, si vous êtes kantien, vous ne pouvez pas universaliser une règle selon laquelle celui qui ne respecte pas le code de la route a la vie sauve. Mais alors, ça commence à faire une sanction assez forte pour celui qui traverse au rouge. Vous voyez, la mort pour traverser au rouge, ça commence à faire une sanction trop forte et on touche là une limite de la morale kantienne. Ce que je voulais vous montrer simplement de manière rapide, c'est qu'on se trouve là dans cette situation où la voiture autonome va nous demander de clarifier des choix éthiques et que nos grandes doctrines éthiques ne nous permettent pas de fournir des réponses simples à ces questions. Alors, voilà le résultat du test Moral Machine qui a été testé sur des millions d'individus et ils ont fermé le test quand on était à peu près à 40 millions de réponses. Les chercheurs ont fait fonctionner des systèmes d'intelligence artificielle pour interpréter les données, les résultats, puisqu'il y avait tellement de réponses. Et on s'est aperçu que ce qui différenciait le mieux les types de réponses, c'était l'ancrage géographique et qu'il y avait 3 grandes aires géographiques dans le monde. Il y a une grande zone qu'ils ont appelée Ouest. L'Ouest, c'est les États-Unis, l'Europe, à l'exclusion de la France. Une autre zone qui est le Sud, qui concerne l'Amérique du Sud, l'Afrique et la France. Et un peu l'Europe du Sud, Espagne, Grèce. Et une dernière zone qui est l'Est, qui concerne en gros l'Asie, disons la Chine, l'Inde, le Japon. Alors, quand on regarde le résultat, on s'aperçoit qu'un dialogue assez spontané peut s'instaurer
entre l'Ouest et l'Est. On a des intuitions morales ou des préférences morales qui sont relativement convergentes. On est différent sur un point qui est la question des femmes. Peut-être que les sociétés protestantes, plus égalitaristes en matière d'hommes et de femmes, ne voient pas de règles de galanterie particulières pour lesquelles il faudrait épargner les femmes, et que c'est la sensibilité du Sud que d'épargner les femmes. Alors, une clé pour lire ce schéma: tout le monde juge que épargner les piétons, épargner les humains, épargner les femmes, c'est une bonne chose. C'est juste qu'on a des préférences quand ces principes sont en conflit les uns avec les autres. Ce qu'on est en train de mesurer, c'est des préférences quand il y a conflit. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans le monde asiatique, on a de grandes différences avec l'Ouest et le Sud. Et notamment, la question des jeunes est très importante. Vous savez que dans le confucianisme, le respect dû aux anciens, c'est une valeur morale sacrée. Et donc, il n'y a aucune raison d'épargner les jeunes. On épargne les personnes âgées. Le respect de la loi aussi est plus élevé en Chine. Et là, on peut penser qu'une société totalitaire ou autoritaire, disons autoritaire, va être plus à même d'inscrire le respect de la loi dans l'esprit de ses citoyens. Alors, voilà, on peut penser que du coup, les constructeurs, au moment où ils vont devoir programmer les voitures autonomes, vont mettre au point des logiciels différents suivant les aires géographiques et les préférences. De toute façon, ce que ça fait ressortir, c'est que le législateur va devoir passer par là. Si vraiment des voitures autonomes sont mises en circulation, il va falloir prendre des décisions, puisque ce n'est pas aux constructeurs qu'on va pouvoir laisser la prise de décision, ni même aux citoyens. Il va y avoir des débats et des questions difficiles à trancher. J'avance pour vous parler d'autres problématiques liées à l'arrivée de la voiture autonome, qui sont des problématiques incidentes. Il va y avoir ce qu'on appelle des externalités, c'est-à-dire des effets secondaires, dans les centres-villes où il est difficile de se garer et où les places coûtent cher. On peut imaginer que les gens vont demander aux voitures de tourner, par exemple, pendant le temps où ils font leurs courses de Noël. Vous faites vos courses de Noël pendant 2 heures et vous demandez à la voiture de faire un tour et de revenir vous chercher. Vous programmez aussi la voiture pour emmener vos enfants faire du sport ou à l'école, c'est-à-dire dans un foyer, il y a une voiture et elle tourne et elle ramasse tout le monde. Mais si tout le monde fait ça et que les voitures se promènent, on va avoir des embouteillages fantômes qu'on ne saura pas du tout gérer. Des embouteillages de voitures vides, immenses. Et ça, on ne sait pas du tout l'affronter. Donc c'est peut-être la fin du véhicule individuel. Peut-être qu'il va falloir sortir du véhicule individuel si on veut mettre en place à grande échelle des voitures autonomes. On a un autre problème, c'est la consommation d'alcool. Aujourd'hui, l'un des freins les plus importants à la consommation d'alcool, c'est le fait qu'il faut reprendre le volant après. Si jamais on met en place, on généralise l'usage des voitures autonomes, on va sauver des vies humaines, puisqu'on pense qu'il y aura moins d'accidents mortels, mais peut-être qu'on va perdre ce gain en santé publique par des comas éthyliques, des passages à l'acte, des violences qui seront dues à l'excès d'alcool, qu'il sera en fait complètement annulé, le gain. Et puis enfin, on a un autre problème, c'est que c'est la question des organes pour les greffes. L'ensemble des organes greffés sont fournis par les accidentés de la route. Et donc demain, si jamais il n'y a plus d'accidents de la route, ou beaucoup moins, il y a pénurie d'organes à greffer. J'en viens au dernier point, qui est une question extrêmement sensible. C'est que l'âge moyen d'achat d'une voiture neuve en France, je ne sais pas à quel âge, je sais pas si vous avez déjà acheté une voiture neuve et pas une voiture d'occasion. Mais en France, l'âge moyen d'achat d'une voiture neuve, c'est 60 ans, à peu près. Avant 60 ans, on achète des voitures d'occasion. Donc, vous économisez toute votre vie, vous travaillez dur pour avoir une bonne retraite. Enfin, parce qu'évidemment, quand vous êtes jeune, vous achetez des voitures pas chères, premier prix, d'occasion, etc. Enfin, vous avez les moyens d'acheter une belle voiture, la Mercedes, la BMW, la voiture qui vous faisait envie depuis longtemps. Et là, on vous apprend une chose, c'est que cette voiture chère, elle est programmée pour vous cracher s'il y a des jeunes qui traversent, des enfants qui traversent la rue au mauvais endroit, au mauvais moment. Est-ce que vous allez l'acheter ? Est-ce que vous allez l'acheter ? On voit bien que les gens qui achètent des voitures chères achètent des voitures qui sont un peu faites, designées, pour donner l'impression qu'elles vont pulvériser n'importe qui sur le chemin, que ce soit une vache, un sanglier ou des humains. Et donc, on a un vrai problème, c'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir vendre ces voitures chères à des gens qui ont le pouvoir d'achat pour les acheter, mais qui seront les moins bien lotis dans le logiciel ? C'est une vraie question. Alors, j'ai posé cette question à un philosophe qui a reçu une bourse de 500 000 $, un jeune philosophe américain,
pour écrire avec des informaticiens l'algorithme qui résout tous les cas que je vous ai cités tout à l'heure. C'est pour vous dire à quel point il y a de l'anxiété et de l'investissement en recherche. 500 000 $ pour ce petit groupe de chercheurs pour pondre le logiciel qui résout tous les problèmes. Et il m'a dit qu'il envisageait assez sérieusement de faire du self-effacing utilitarianism, c'est-à-dire l'utilitarisme qui s'efface tout seul. Et le raisonnement est le suivant. Il dit, la voiture autonome va créer un gain d'accident et donc un gain en vie humaine, quoi qu'il arrive, puisque les voitures vont conduire mieux que les humains. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les programmer pour sauvegarder toujours le conducteur. Vous voyez? C'est-à-dire que, et c'est conforme à l'utilitarisme, il est conforme à l'utilitarisme de faire un logiciel non utilitariste qui, en fait, protège toujours le conducteur des voitures. Comme ça, l'acheteur de la voiture est content, le constructeur de voiture est content, les affaires peuvent continuer, et les piétons et les vélos et les trottinettes électriques n'ont qu'à bien se tenir. Voilà, je vous remercie. J'ai terminé. J'ai conscience qu'il est un peu tard. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre Lacroix. Alors, on va prendre une petite série de questions quand même. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des questions. Non. Ah, là-bas. Allez. Bonsoir, bonsoir, merci pour votre présentation, pour tout ce que vous avez dit. La solution à ces dilemmes éthiques a été donnée par la philosophie du droit à partir des principes qu'elle a adoptés. Et dans la science du droit, il y a un principe que la vie ne peut être quantifiée. C'est-à-dire, lorsqu'on doit mesurer la qualité de la vie, elle est identique à la qualité de la vie de 10 personnes. Mais on constate qu'il y a un écart entre l'éthique de l'instinct et l'éthique du droit tel qu'établi. Ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut combler cet écart? Car bien que ça soit établi, l'être moyen ne conçoit pas d'une manière aussi sensible cela. Autre question? Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Elle n'était pas aussi impressionnante que la dernière qui portait sur le baiser sur l'individu, mais elle était très importante sur les dilemmes auxquels nous sommes confrontés. Je vais poser une question peut-être qui fera l'objet d'une autre conférence l'année prochaine peut-être, mais car je pense que l'incapacité à donner des réponses éthiques satisfaisantes a été démontrée concernant l'intelligence artificielle. Mais je pense si l'on tient compte de la philosophie de Kant et de Bentham, c'était toujours le cas dans l'histoire des sociétés humaines. Mais je vais l'aborder autrement. Je vais penser à la plainte déposée par Scarlett Johansson en revendiquant, en se tournant vers les sociétés qui ont imité sa voix. Et également la grève des scénaristes à Hollywood. Donc, je m'écarte du champ de l'éthique et j'en viens à l'esthétique d'un point de vue esthétique, d'autres comme Adorno dirait de l'industrie. Mais c'est un terrain, un champ de bataille, de différents
qui génèrent des contradictions, des rivalités qui peuvent être efficaces et qui pourraient générer des résultats. Et des résultats qui auraient un sens et qui pourraient également conduire les big tech face à de réels problèmes et peut-être impliquer des juristes et autres personnalités du droit. Très rapide. La première question, si j'ai bien compris, fait référence au principe de dignité qui est inscrit dans nos systèmes juridiques très profondément. C'est la dignité, c'est l'égale dignité ou la dignité universelle. C'est un principe extrêmement important. Néanmoins, l'existence de ce principe est tout à fait compatible avec des arbitrages qui font que dans certains cas, on fait du tri ou des choix entre les vies humaines. Il y a des cas, et ça n'est pas illégal. Je pense notamment à l'allocation des ressources rares, le sang pour les transplantations, pour les transfusions, pardon, les greffons pour les transplantations d'organes. Dans le cadre des allocations de ressources rares dans les hôpitaux, on fait déjà des choix quand il s'agit de greffer voilà, un foie, un rein. On fait déjà des choix qui sont fondés sur le style de vie des personnes, sur le fait de savoir si les personnes fument ou ne fument pas, ont des addictions ou n'en ont pas, sur leur état de santé, c'est-à-dire sur un calcul de leur probabilité de survivre longtemps à la greffe. De manière même beaucoup plus précise, dans le monde anglo-américain, ce qui prévaut, c'est un calcul très utilitariste où on va en fait considérer qu'on ne cherche pas à tout prix à sauver une vie humaine avant 14 ans, parce qu'avant 14 ans, on considère que l'investissement sur la société en termes d'éducation n'est pas encore très important. Puis entre 14 ans et 40 ans ou 45 ans, on va investir énormément pour sauver les vies humaines et un peu moins ensuite. On a des courbes pour ça et des schémas assez précis qui sont autant de recommandations pour les hôpitaux et c'est accepté, c'est compatible avec le principe de dignité humaine égale. Donc ça, c'est un cas. Et donc, on peut tout à fait imaginer que dans le cas de la programmation des voitures autonomes, on en revienne à ces formes de réflexion qui sont très choquantes, mais qui, en réalité, existent déjà. Voilà, donc ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que le principe de dignité est souvent invoqué comme un grand principe, mais peu appliqué, ou alors parfois à tort à travers, dans la jurisprudence et dans le cas des procès précis. Alors, l'autre point arrive sur un terrain très juridique. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu plusieurs plaintes aux États-Unis autour de la question de l'imitation de la voix par les intelligences artificielles. D'abord, il y a eu une première tribune qui a été signée par les ayants droit de Bob Marley, par Beyoncé, par beaucoup de chercheurs, par beaucoup de chanteurs, pardon, c'est un lapsus, par beaucoup de chanteurs qui se plaignaient que des intelligences artificielles imitaient leur voix et donc on pouvait leur faire chanter n'importe quelle nouvelle chanson qu'on avait composée. On pourrait faire un nouveau disque à Bob Marley avec une ressemblance frappante. Scarlett Johansson elle-même a porté plainte parce que sa voix a été utilisée pour le film Her dont je parlais tout à l'heure et donc sa voix est très liée en quelque sorte à l'imaginaire de l'intelligence artificielle et elle en arrive à porter plainte contre l'utilisation de sa voix. Mais là, on est sur un terrain très juridique et la personne la plus qualifiée pour répondre à ces questions, c'est Célia Zwolinski, qui est actuellement en table ronde à côté, mais que vous aurez aussi l'occasion d'entendre demain, qui est juriste et qui travaille sur ces questions et qui pointe le fait que les juridictions américaines et françaises sont différentes. Je ne sais pas ce qu'il en est en Grèce, mais en France, c'est un délit, c'est un plagiat. On a déjà dans notre système juridique le fait que chacun est propriétaire de sa voix et de son apparence. Et que en fait, on a une règle qu'on appelle le parasitisme, et c'est un cas de parasitisme. C'est-à-dire que si quelqu'un imite votre voix, et même si la personne qui a imité votre voix se défend en disant oui, il y avait 80% de votre voix, parce que c'est ce qui a été opposé à Scarlett Johansson, mais 20% de tessitures d'autres voix qui ont été mêlées à la vôtre, c'est quand même du parasitisme. Si c'est reconnaissable en tant que votre voix, alors c'est du parasitisme et c'est condamnable dans le droit français. Autrement dit, le droit de la propriété intellectuelle en France consacre la voix, la silhouette, l'apparence physique comme des formes de propriété de l'individu. Ça n'est pas le cas aux États-Unis.
le système, le système de droit américain ne défend pas, ne donne pas la possibilité de se prémunir contre ce type d'utilisation de la voix ou de l'apparence dans des vidéos qui seraient des vidéos fake, vous voyez, où on imite l'apparence de quelqu'un. Et donc, en fait, il y a un vide juridique aux États-Unis et c'est pour ça que ces plaintes sont déposées. En réalité, je ne sais pas ce qu'il en est en Grèce, mais je ne serais pas étonné que le système soit proche du système français et que nos pays soient mieux protégés contre ce type d'atteinte. On peut prendre d'autres questions, hein, si vous le souhaitez. On peut prendre une dernière question et ensuite enchaîner. Ευχαριστώ, θα μιλήσω στα ελληνικά. Je voulais avoir votre avis concernant un dilemme éthique qui, pour moi, précède le dilemme éthique ou moral que l'on traite maintenant. C'est comme si l'on avait déplacé le centre d'intérêt de l'éthique. Il y a donc une éthique qui concerne la condition humaine. Cette éthique se trouve marginalisée. Je veux dire par là que les problèmes auxquels est confrontée l'humanité et la planète demeurent, ne sont pas résolus, augmentent, sont en plein essor, et à cela s'ajoute également une autre catégorie de problèmes de nature éthique qui en fait déplacent les problèmes que nous traversons déjà, auxquels nous sommes confrontés. C'est comme si l'on nous contraignait à nous écarter de la voie qui nous permettrait de résoudre les problèmes qui sont liés à des crimes contre l'humanité, etc. Je ne sais pas si ma question est compréhensible, dit l'intervenant. Question générale, je n'ai pas entendu de questions, mais plutôt voilà, une inquiétude partagée d'ailleurs, hein, par beaucoup d'entre nous sur l'avenir de la planète. Mais c'est voilà, plutôt une réflexion personnelle, je ne saurais pas trop quoi répondre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être plus directes. C'est peut-être une façon de conclure, puisqu'il nous reste une dernière intervention. Merci beaucoup, Alexandre. C'était passionnant.